Ok. Alors, donc, best of the rest. Ça y est, on y vient. Donc, on va aborder plein de noms pêle-mêle pour vraiment être sûr, comme on disait, la base de la pyramide. Plus on descend, plus la base est large. Donc, soyons sûrs qu'on n'oublie personne. Si ça vous intéresse, il y a déjà plein de noms qu'on a abordés dans l'épisode de Misaga avec Antoine. Donc, on avait déjà éliminé. Hein, tu me dis, s'il y a des noms que tu veux absolument en rediscuter, mais on avait éliminé Jamal Crawford, notamment, parce que pas très efficace et contrairement à Lou Williams, pas beaucoup de passing et de synergie collective et pas de défense évidemment, pire défenseur de la décennie. Donc on avait éliminé Jamal Crawford. Le cas d'André Drummond, on l'avait déjà traité avec le problème de la défense et ne pas surestimer le rebond. On avait éliminé Steve Nash et Jason Kidd qui ont 2-3 saisons début de décennie, mais c'est peut-être pas assez et un peu trop unidimensionnel, l'un dans l'attaque, l'autre dans la défense. Le cas de Steven Adams aussi, on avait traité. Bon, bonne longévité, mais un peu osef au final, en tout cas pas tant que ça de valeur ajoutée. On avait fait Jason Terry et Vince Carter aussi, bon, il n'y a pas assez à se mettre sous la dent. Nurkic aussi, qui a une top saison, Nurkic, une ou deux top saisons, enfin une top saison et des saisons sympas, mais toujours blessé et pas assez de minutage. Il y a à peine 7000 minutes sur la décennie et jamais vraiment titulaire, jamais une saison complète, donc on l'avait un peu éliminé. Le cas de, Otto Porter, il n'y a que 3 années de 3&D et c'est pas non plus 3&D de folie, donc éliminé. Le cas de Vucevic aussi. Vucevic qui est une top longévité, mine de rien, sur la décennie. Mais pour moi, on est sur, comme on avait dit, valeur négative en défense et pas efficace en attaque aussi non plus. Ce qui était un peu le problème, c'est qu'il y a un gros coup d'opportunité avec lui et ok, il met des points, mais pas trop efficace. Et donc, à la fois pas efficace et à la fois pas de défense. Bon, on l'avait un peu écarté. Et puis Taj Gibson aussi, sur le Discord, assez parlé de moi, nous avait proposé Taj Gibson, mais on avait dit, il n'y a qu'une seule saison de titulaire, donc c'est peut-être pas assez. Donc ça, c'est les noms qu'on a déjà éliminés. Est-ce que ça te va si on les laisse éliminer ? Parfaitement. Même pas Steven Adams par-dessus Avery Bradley. Si, oui, ça peut se défendre, mais voilà, ça va pas, il va pas rentrer dans le top 100, je pense pas. Donc, Ouais. ouais. Si vraiment on prend comme référence Bradley, on va tous les mettre, en fait, j'ai l'impression. Donc, Bradley Aminou, bref. Donc, allons rapidement donc, sur nos noms d'aujourd'hui. Je t'ai envoyé une petite liste, une quinzaine de noms. On va essayer de faire par groupe, si tu veux bien, parce qu'il y a des groupes un peu, des joueurs qu'on peut regrouper par petits groupes qui correspondent. Je vais te proposer le cas, donc un premier groupe avec 3 joueurs. Tu me dis s'il y en a que tu as envie de sauver, à rediscuter ou pas. On a le cas des 3, j'ai appelé ça les 3 ailiers forts du début de décennie. Carlos Boozer, Josh Smith et Amare Stoudemire. Qu'on n'avait pas abordé en détail. Est-ce qu'il y en a un là-dedans où tu te dis on peut en discuter 2 minutes ? Pour moi, le seul débat possible, c'est avec Stoudemire. En raison de la saison 2010-2011 qui est vraiment très bonne. Les 2 autres, non, je les mettrai pas parce qu'en fait, c'est des joueurs avec des gros usages mais très peu d'efficacité et pas beaucoup de saisons en fait. Boozer, il en a 5, Smith, il en a 4 vrais et puis 2 des role-players où il joue pas beaucoup. Donc, pour moi, le débat sur Stoudemire peut avoir lieu, ouais, par contre. Alors c'est bizarre. Moi c'était celui que j'aimais le moins des 3. Ouais. Alors Stoudemire, pour vous dire rapidement, on va pas faire une présentation complète comme d'habitude, hein, évidemment. Mais Stoudemire, c'est 6 saisons, 8500 minutes, donc c'est 252e, c'est au niveau de Ray Allen et Kevin Garnett, à peu près. Et il fait 4 années et demie à New York et ensuite un petit passage à Dallas et un petit passage à Miami. Mais bref, donc c'est surtout New York évidemment, mais ce qui me bloque un peu, c'est le nombre de matchs, notamment avec Stoudemire. Il fait une première année 78 matchs, nickel, la fameuse saison 2011, ok. Après, il fait 41 matchs, une trentaine de matchs. Ensuite, 65 matchs de nouveau en 2014, mais c'est plus du tout le même Stoudemire. Ensuite, il fait une saison, pareil, une cinquantaine de matchs entre New York et Dallas quand il fait un buyout. Et puis 52 matchs à Miami, mais tout ça, presque j'ai envie de le mettre à la poubelle. Du coup, sur les vraies saisons, j'ai envie de dire, il y a 2011, 12, 13, et finalement, il n'y a que la 11 où il joue toute la saison. Et bon, ok, 31% d'usage, on s'en souvient avec. J'ai l'impression qu'on s'en souvient très bien parce que c'était New York et qu'il y avait une très belle embellie avec cette équipe. 31% d'usage, 104 de true shooting plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est une très bonne saison, mais est-ce que la défense n'était pas un peu trop moyenne, je sais pas. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tu vois, en nombre de matchs, il doit être autour de 300. Les 2 autres sont peut-être à 350. Bon, ça fait pas une différence folle. Malgré tout, il est beaucoup plus efficace que les 2 autres en attaque. Alors, Smith était meilleur en défense, c'est vrai. Mais je pense que Smith était quand même plus
faisait plus de mal à l'attaque de ses équipes, quoi, tellement il était mauvais à 3 points et qu'il en prenait plein. Et Boozer était très mauvais en défense, donc Le truc, c'est que c'est vrai que sur Stoudemire, je dis 31% d'usage, plus 4% par rapport à la moyenne, donc très bonne efficacité sur un gros usage. Finalement, c'est exactement la décennie de Victor Oladipo qu'on a mis plutôt haut. oui. Est-ce que ce serait pas comparable du coup, effectivement? Si, ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Une très bonne saison et le reste, peut-être un peu oubliable. Mais je serais presque d'avis de descendre Oladipo du coup. Ouais. Parce que je sais pas. Pour moi, de toute manière, il y a vraiment une saison sur la décennie à retenir, quoi, qui est bonne. Oui, c'est vrai. Et en même temps, Oladipo aussi. Oladipo aussi, tu vois, il y a que celle de Indiana, un peu celle de OKC, mais bon. Ouais. Donc, mais toi, tu mettais qui en meilleur des trois? Enfin, t'en aurais conservé un? Moi, ce serait plutôt Josh Smith. Pour te dire, Josh Smith, donc 13 000 minutes, donc 120e, c'est quand même un peu plus haut. C'est au niveau de Derrick Rose, Roy Hibbert, Joakim Noah, je crois un peu plus que Joakim Noah d'ailleurs. Pour rapidement le parcours, 3 saisons à Atlanta, surtout c'est ça en fait qui compte. Il va à Détroit en 2014, c'est la catastrophe, hein. Il veut jouer poste 3 et c'est la catastrophe. Il est coupé, il va à Houston en 2015, bon c'est sympa mais c'est role player. 2016, il fait un peu de Clippers Houston, role player également, on s'en fout un peu. 2017, il va en Chine carrément. Et puis donc voilà, moi c'était surtout les 3 saisons de Atlanta, dans le sens où, pas des gros, enfin, des usage entre 24 et 28%, donc de deuxième option, on va dire. Efficacité, effectivement, on est dessous sous la moyenne, malheureusement. On est pile au niveau de la moyenne, 100 de true shooting plus, et ensuite 95-94. Mais en même temps, il y avait la défense. Et la défense, dans une bonne défense d'Atlanta, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de. Est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, ces 3 saisons défensives de Josh Smith, par rapport, par exemple, aux 3 saisons de Alfaro Camino, quoi? Alors, oui, j'entends l'argument, d'autant qu'il y avait du playmaking aussi un peu. Mais moi, s'il y avait que ces 3 saisons et qu'il avait pris sa retraite, je t'aurais dit ok. Mais en fait, comme il y a les saisons d'après où là, il fait en gros perdre son équipe, parce qu'à Détroit, c'est cataclysmique. Alors, c'est pas que de sa faute, hein, mais et ces passages ensuite. Beaucoup quand même, hein. Beaucoup de sa faute quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, ils le font jouer poste 3 avec Drummond et Monroe, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, on peut pas oublier ces saisons. C'est pas Ça un enlève truc des qu'on met de points, côté, quoi, pour voilà, toi, ça carrément. enlève des points, Ouais. carrément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si tu fais même une sélection des pires saisons de la décennie, je me demande si celle-là est pas dedans, dans les Oui. 10 pires saisons, parce que c'est un gros usage, beaucoup de minutes, pour un résultat, mais qui est vraiment affreux. Là, on est dans le 7e percentile en termes de points par tir tenté, et c'est carrément la saison d'après, où il fait 28 matchs, dernier percentile, on est au 0. 82,7 de PSA, donc 0,8 points par tir, ce qui est, il faut le faire exprès presque. Pour te dire, hein, la saison 2014 à Détroit, pour un tel usage, c'est la pire de l'histoire. Ah bah voilà, en termes d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est la pire de l'histoire. Il est sur 86 de true shooting plus, et sur un tel volume, personne n'a jamais fait pire que Josh Smith. Et après, c'est tout le débat philosophique de, et je pense que ça s'applique un peu aussi à Stoudemire et à Boozer, mais à quel point, et on l'avait eu avec Nico, ce débat en disant, bah lui il me disait, bah oui, mais des saisons négatives, il faut que tu enlèves des points, quoi. Genre Kobe Bryant, il a 3 bonnes saisons, et ensuite 3 saisons où il prend des tirs et il pénalise son équipe. Moi, j'étais plutôt sur la lignée de dire, on prend que le positif là où il est, et on prend pas les saisons négatives, juste on les compte pas. Parce que sinon, c'est pareil, tu vois, les saisons de Go-To-Guy d'Harrison Barnes, on enlève de la valeur, du coup. Les saisons, je sais pas, il y a plein d'exemples comme ça. C'est vrai, mais il me semble que la saison de Go-To-Guy d'Harrison Barnes est moins catastrophique que celle de Josh Smith, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est peut-être un des cas où j'ai un peu le plus envie de revenir sur ma philosophie de on pénalise pas des mauvaises saisons, parce que c'est vrai que c'était tellement nul après Atlanta, ouais. quoi. Mais bon, en même temps, tu vois, je me dis, Atlanta, bon, il y a 3 saisons avec des efficacités qui sont pas bonnes, mais bon, tu vois, il y en a une des 3 où il est au niveau de la moyenne, ok, et puis surtout, il y a un impact défensif qui est plutôt impressionnant. Il n'y a pas encore Paul Millsap, hein, justement, c'est lui qui est un peu le poste 4 à côté d'Alorford. Alorford était bon, mais c'était pas la fin de décennie d'Alorford, c'est pas le grand Alorford de fin de décennie. Et il y a même une année où Alorford n'est pas là, est blessé, 2012 du coup. C'est un peu lui, du coup, au centre de la défense, et ils sont 7e défense de NBA.
avec à côté de lui, du coup, il y a des Marvin Williams et tout ça, quoi. Donc je me dis, est-ce que finalement ces 3 saisons, on va dire défensives et pas trop inefficaces, ça vaudrait pas plus que, tu vois, des saisons de Sean Marion ou de Tobias Harris, ou en tout cas certainement d'Alfaro Camino, tu vois, tu vois, même Tristan Thompson, je sais pas, est-ce que 3 saisons de bons défenseurs, ça peut pas valoir le coup? J'en sais rien. Déjà, ce que je vais faire, si tu veux, on peut mettre Stoudemire en fin de classement. Et on met Victor Oladipo à côté, du coup, hein, parce qu'il a le même total de saison. Est-ce que ça tirait? Je pourrais être d'accord pour mettre Oladipo un peu plus haut, parce que quand même, Oladipo, il y avait aussi un impact défensif que n'avait pas Stoudemire, donc ça me paraît se défendre de le mettre un peu plus haut. On peut descendre un peu Oladipo, on peut ne pas les mettre totalement à côté, du coup, mais il faudrait pas non plus les mettre, les mettre trop loin, quoi, parce qu'effectivement, il a aussi une saison, quoi, Stoudemire. Mettons, je sais pas moi, par exemple, Oladipo devant Joe Ingles et Stoudemire derrière Tobias Harris, si tu veux, par exemple. D'accord, ok. Ça fait une saison et c'est vrai qu'on peut récompenser ça. Sachant que, bon, du coup, c'est pas sûr qu'il passe le cut décent, hein, parce que là, on va avoir plus de 200 joueurs. Et Josh Smith, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'une saison d'Amari Stoudemire, ça vaut plus que 3 saisons de Josh Smith ou pas? Je ne sais pas. T'as pas l'air chaud? Non, parce que moi, je suis resté traumatisé par le Josh Smith de la fin. C'est vrai. Et alors, on peut récompenser Josh Smith qui tue les Clippers en 2016 dans ce match absurde là où il se met 2015, à mettre des 3 points. C'est 2015, pardon, 2015, où il se met à mettre des 3 points alors qu'il n'en avait jamais mis de sa vie presque. Ouais, je suis pas chaud à cause de la fin de. Oui, je te dis, c'est un des rares joueurs où j'arrive pas à passer outre le fait de dire on pénalise pas les mauvaises saisons, parce qu'elles étaient à ce point négatives. Que fait-on? Tu vois, en même temps, je me dis 3 saisons de Josh Smith contre Tobias Harris. Bon, ok, allez, faisons comme ça, on le met pas pour l'instant, on ne met pas Josh Smith, ok. Non, mais ensuite, moi, je peux entendre de le mettre devant Bradley et Aminou, hein. Mais pas beaucoup. Allez, pour le fun, on le met devant Bradley Aminou, pour le fun. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de suspense, ils vont dégager tous les deux. Ouais. Donc, allez, donc Josh Smith devant Bradley Aminou et derrière Tristan Thompson. Allez, faisons ça. Voilà. Donc en gros, t'as conscience que si on fait ce raisonnement, on va mettre tout le monde aujourd'hui. Ouais, bah oui. Carlos Boozer, oui, c'est vrai que 4 saisons à Chicago, grosse déception. Alors c'est un peu comme les deux avaient signé un gros contrat l'été 2010, tu sais, Stoudemire et Boozer. Mais Boozer n'a jamais eu de l'attaque à ce point bonne. 10 000 minutes sur la décennie, 211e, c'est au niveau de Kobe par exemple, ou de Jokic d'ailleurs. 4 saisons à 28 minutes par match notamment, puis une dernière en tant que role-player dans des Lakers totalement nuls. Des usages plus du tout de stars comme ça pouvait être le cas à Utah, et surtout des efficacités qui sont pas très bonnes et qui chutent assez rapidement. Et puis la défense, alors eux, selon les modèles statistiques à droite à gauche, j'ai vu, ils aimaient plutôt bien sa défense, mais en même temps, ils jouaient dans des équipes à côté de Lou Holding et de Joachim Noah et de Omer Ashik, quoi. Donc ça me va si on élimine Carlos Boozer où il n'y a pas assez d'attaque pour aller dans le classement, ça te va? Ouais. Ok, donc éliminons ce premier groupe.